point suivant, donc, c'est François Grosdidier qui va évoquer un point majeur de nos compétences et auquel on pense peut-être un peu moins, mais il s'agit de l'habitat. Et donc, il s'agit ce soir de faire un bilan annuel du PLH pour 2015. Donc, François, tu peux monter au perchoir. Bien, mes chers collègues, je vous présente, comme nous devons le faire chaque année de par la loi et comme nous le faisons avec plaisir, le bilan annuel de la mise en œuvre du programme local d'habitat. Donc je vous rappelle qu'il compte 4 axes, en tout cas pour le nôtre, qui consiste à attirer les jeunes ménages et les familles sur le territoire en atteignant un rythme de production de logements, en produisant des produits diversifiés et en développant notamment l'accession sociale. Au cours des dernières décennies, l'agglomération messine a perdu de la population, au bénéfice d'ailleurs des intercommunalités plus éloignées dans notre propre SCOT, et il s'agit de rattraper le retard et pourquoi pas d'être sur une dynamique démographique comme le sont la plupart des métropoles comparables dans notre pays. Et pour ce faire, il faut développer tout un type d'habitat à la fois locatif et en accession, et de l'accession accessible économiquement. Il s'agit aussi de répartir l'offre sociale et garantir la mixité. Bon, vous le savez très bien, l'offre de logement social était essentiellement concentrée sur Metz, Voipy et Montigny. Il s'agit de la diversifier. C'est un mouvement qui est bien amorcé et qu'il faut prolonger. Promouvoir un aménagement durable, on a commencé à conditionner les aides sur le logement social aux performances énergétiques. On l'a fait jusqu'à l'arrivée de la RT 2012 en l'anticipant un peu. Et l'essentiel de notre effort porte aujourd'hui essentiellement sur le parc privé en coopération avec l'ANA. Il s'agit enfin de partager la politique de l'habitat. On a mis en œuvre les instances nous permettant de la partager avec l'ensemble des acteurs, l'État, les bailleurs et tous les partenaires du logement social. Rappel suivant. Bon. Donc en 2015, en 2015, que dire? D'abord, nous avons eu 319 agréments délivrés par l'État. Alors, tiens à le dire, on a eu 3 années particulièrement dynamiques, tant en termes de création de logements tout court que de logements sociaux, puisqu'on avait largement dépassé nos objectifs au cours des 3 années précédentes. 2015 est en baisse. Et on peut regretter, quoi. On a eu parfois même des refus de l'État sur le financement complet de certaines opérations par le sous-contrôle premier adjoint maire de Metz, alors qu'on se rend compte qu'on n'a pas atteint l'objectif de 360 logements sociaux dans l'année, même si nous les avions largement dépassés au cours des années précédentes. Et nous ne serons pas non plus en 2016, surtout si j'écarte les PLAI de l'opération Adoma. Je veux dire, la réalité est là, là quand même. Alors là, il n'y a pas le tableau, mais on n'est pas non plus, pour 2015, on n'a pas atteint l'objectif en logement neuf, qui est de 1000 logements par an, tout compris, puisqu'on a été à 715 en 2015. Donc on doit constater un léger fléchissement. Donc à ceux qui pensent qu'on fait trop d'aides, trop d'incitations ou trop d'opérations, on va se rendre compte qu'on n'en fait pas suffisamment et que si on faiblit, c'est l'ensemble de notre démographie et donc de notre assise économique qui s'affaissera. Donc ça doit nous inciter plutôt à accélérer qu'à lever le pied. On n'en fait pas trop. D'ailleurs, notre budget global de 2 millions d'euros par an peut apparaître beaucoup, mais il est relativement faible par rapport à l'ensemble des métropoles comparables. Je ne demande pas qu'il augmente, on n'en a pas les moyens, mais il faut quand même en avoir conscience. Donc, on rappelle que nous nous efforçons aussi de répondre aux objectifs, aux obligations de l'article 55 de la loi SRU, qui fixe à 20% de logements sociaux dans les métropoles pas trop tendues. Et hélas, nous sommes considérés comme une métropole pas trop tendue, c'est-à-dire pas excessivement dynamique non plus. Donc nous restons à 20%, nous ne sommes pas passés à 25%. Il y a 2 communes qui ont encore un retard à combler et qui font tout pour le faire. J'atteste de la bonne volonté et du dynamisme des maires pour l'atteindre. C'est Marly qui n'a encore que 16,4 logements
de logements sociaux et qui en a pourtant beaucoup réalisé au cours de ces dernières années. Et c'est Longeville qui a 12,6. Mais Longeville, d'ailleurs, comme dans Saint-Martin, a pu souffrir parfois du déconventionnement par certains bailleurs de logements sociaux, et pour ça on ne demande pas l'autorisation maire, a aussi souffert à Longeville du refus de classer des logements étudiants qui devaient pourtant l'être et qui l'ont été quelques mois et qui ont été sous-loués au clous et qui ont été retirés, je veux dire, à ce titre. Et en plus, on a ces communes sur la rive gauche de la Moselle qui sont coincées par des contraintes géophysiques entre celle de l'inondabilité par la Moselle et celle du classement du Mont-Saint-Quentin. Bon, entre les deux, il reste quand même pas beaucoup de place. On va passer au point suivant. Donc, nous avons quand même été en dynamique encore cette année, surtout les 3 années précédentes, mais par rapport à la décennie précédente, sur le parc public, notamment depuis que nous avons mis en place des systèmes de subventions, pourtant toujours relativement faibles par rapport au coût total de l'opération, mais qui a parfois l'effet déclencheur par rapport aux autres agglomérations, pour donc financer les opérations sur le parc social neuf. Donc nous avons en 2015 subventionné 551 logements. Alors c'est aussi des agréments antérieurs, c'est pour ça que je parlais de moins de 360. Sur les agréments nouveaux, on a souvent subventionné, c'est des opérations qui se font sur plusieurs années. Donc ils représentent 1 646 000 euros de subventions accordées et 31 millions d'euros de garanties d'emprunt. Je vous rappelle que les garanties d'emprunt sont les garanties les moins risquées puisqu'elles sont couvertes par la CG2LS et que j'ai jamais vu dans 30 ans de vie publique la collectivité locale de tutelle solliciter pour couvrir les prêts de l'office d'HLM en difficulté. On l'a vu d'ailleurs avec les vicissitudes de l'OPAC de Metz, c'est la CG2LS qui a été à l'époque sollicitée. En réhabilitation du parc privé, du parc public privé, donc 244 logements ont bénéficié de notre garantie d'emprunt et 57 logements ont été subventionnés pour une opération à Montigny-les-Metz, correspondant à 1 000 euros de subvention par logement, ce qui est relativement peu. Il faut savoir que dans les années qui viennent, c'est ce sur lequel nous risquons d'être plus sollicités compte tenu du désengagement de l'État hors secteur en rue, et depuis la disparition des palulos pour la réhabilitation du parc public. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a sauté. Bon, donc sur le parc privé, c'est le soutien à l'accession sociale à la propriété qui permet aux jeunes ménages, aux primo-accédants, de choisir notre agglomération plutôt que de choisir des terrains souvent moins chers mais plus loin de Metz, et nous permet de rétablir un avantage comparatif compte tenu de la valeur de l'immobilier un peu plus cher plus on se rapproche du cœur de l'agglomération, et nos aides à l'accession sociale sont conditionnées par des plafonds du prix du mètre carré. Nous ne sommes pas là pour financer la marge des constructeurs, mais pour aider des accédants à accéder à des tarifs plutôt au bas du prix du marché. Donc on a eu 50 demandes de passe-logement, donc financées en 2015, c'est peu, on devrait en avoir d'autres. Donc c'est vrai que ça se concentre beaucoup sur Voipy, mais je demande qu'une chose, c'est qu'on en fasse davantage ailleurs. On essaie d'en faire la promotion. Pour ça, il faut un peu de volontarisme de la commune, trouver aussi des constructeurs qui acceptent de travailler à prix maîtrisé avec des faibles marges et qui acceptent aussi d'orienter leur démarche commerciale vers des publics qui sont plus ceux du logement locatif, qui peuvent passer à ce moment-là l'accession. Des opérations aussi sur Metz, sur Ogny, sur Laquenexy, sur Noiseville et sur Saulny. Et ça concerne principalement des familles avec enfants et souvent des jeunes enfants. Pareil, dossier maison durable, un seul dossier en 2015 à Voipy. Je ne demande qu'une chose, c'est aussi que vous en présentiez ailleurs. Bon, ensuite, le volet, alors là, qui est beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus réparti au sein des communes de la métropole. Je veux dire, elles sont à peu près toutes, elles en bénéficient toutes. C'est les opérations en partenariat avec l'ANA, de soutien à la réhabilitation du parc ancien privé. Donc 147 logements subventionnés, 116
appartenant à un propriétaire occupant, donc c'est bien sûr sous condition de ressources, hein, et 31 logements locatifs privés dont la condition est le conventionnement. Donc ces logements deviennent de fait des logements sociaux à partir du moment où ils ont été aidés. Donc c'est réparti sur 26 communes pour la seule année, ce qui montre à quel point c'est diffus. Sur quelques années, on touche toutes les communes. Donc montant global de 262 000 € et avec une participation de l'ANA considérablement plus élevée d'1 700 000 €. L'ANA nous propose d'aller beaucoup plus loin, notamment avec l'OPH, etc. Mais elle nous propose aussi proportionnellement d'accompagner financièrement beaucoup plus. Donc on aura d'autres discussions à ce sujet. Pour l'instant, on en est au bilan de 2015. On passe au slide suivant. Donc les autres actions sur Metz Métropole, c'est la lutte contre la vacance. Je rappelle qu'on a mis en place la taxe d'habitation sur les logements vacants pour la part relevant de l'intercommunalité. On essaie aussi d'étudier beaucoup plus profondément les causes de la vacance. Ensuite, Metz Métropole soutient le Fonds de solidarité pour le logement, hein, qui est organisé au niveau départemental, contribution de 30 centimes par habitant, donc on y met 67 884 € pour 2015, et le retour pour les habitants de Metz Métropole a été de 1 327 737 €. On favorise aussi le logement des jeunes. Là, on participe par une subvention au CLAS, le comité local pour le logement autonome des jeunes, qui aide tous les jeunes, pas seulement les jeunes en recherche d'emploi, parce que c'est la mission locale à la limite pourrait le faire, mais également les jeunes étudiants, les jeunes qui s'insèrent professionnellement, quel que soit leur statut. Donc l'action est complémentaire. On a veillé d'ailleurs à ce que ce soit bien complémentaire de ce que fait la mission locale et de ce que fait aussi la DIL, dont je parle en bas, l'Agence départementale d'information sur le logement de la Moselle. Pareil, nous avons une cotisation de 10 centimes par habitant et nous cotisons, mais nous avons fléché une partie de leur activité sur nos champs de préoccupation, notamment les copropriétés dégradées. Et puis pour les jeunes, on a, je vous rappelle, la subvention de 2 000 € pour les colloques à projet solidaire. Et puis nous manquons jamais une occasion d'informer et de sensibiliser le public et les élus aux bonnes pratiques environnementales. Nous avons mis en place, conformément à la loi, la conférence intercommunale du logement, qui est le lieu d'échange et de concertation, d'élaboration, de suivi des documents stratégiques, notamment du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, de la convention d'équipe territoriale et du document cadre sur les attributions. Allez, je vous passe sur tout le calendrier, tout ce qu'on a fait en 2015. Pour 2017, on rappelle qu'on va devoir modifier le plan local de l'habitat. D'abord, pour intégrer les 4 communes de l'ex-comité de communes du Val-Saint-Pierre, il en est temps. J'aurais voulu à cette occasion qu'on puisse revoir le zonage. Je vous rappelle que les communes, 2 communes sur les 4 sont en C et non pas en B2, ce qui est pénalisant, 3, même pas 2, 3, sont en C et ce qui est pénalisant pour l'investissement. On a demandé au préfet à la DDT une homogénéité sur l'ensemble de Metz Métropole. On a dit que la demande était fondée, mais que c'était un arrêté ministériel et qu'on n'allait pas changer un arrêté ministériel pour 3 communes. Donc il faudra attendre que soit reconsidéré l'arrêté ministériel. Ça, c'est la France jacobine et centralisée. On va se mettre en conformité avec les dernières évolutions législatives en matière de logement. C'est un exercice assez plutôt formel. La mise en compatibilité avec les orientations du SCOTAM. On a quelques discussions avec le SCOTAM, parce que c'est ce que j'évoquais parfois en réunion de bureau, quand le plafond du SCOT est en dessous du plancher du PLH, on a un problème. En général, quand le plancher est au-dessus du plafond, c'est problématique. Mais pour l'instant, nous n'atteignons pas de toute façon nos objectifs. Il faut absolument qu'on travaille cela, qu'on travaille aussi la fongibilité plus grande au sein d'Interco entre la répartition des quotas, pour ce qu'une commune ne fasse pas, une autre puisse le faire, pour que globalement nous puissions au moins atteindre globalement notre objectif qui n'est pas trop ambitieux, qui nous permet simplement de ne pas continuer à perdre des habitants et peut-être de gagner un peu de ceux que nous avions perdus. Nous aurons à travailler
donc cette année le nouveau PLH, le troisième PLH. Donc nous allons prolonger pour 2 ans le PLH, mettre en place un nouveau dispositif d'aide à la réhabilitation du parc privé de type OPAH en 2017. Nous venons, je suis arrivé un peu en retard avec les membres de la commission cohésion sociale parce que justement on nous rendait l'étude préopérationnelle sur ce sujet. Il va falloir il y a plein d'idées de faire plein de choses. Il faudra qu'on fasse des arbitrages et qu'on voit ce que nos finances nous permettent de faire. Il faudrait aussi éviter qu'on ait un trop de glissement des finances de l'ANA, qui sont des finances nationales, sur les finances de la collectivité, parce que je sens que la tentation est grande dans ce domaine, comme dans tous les autres. On va poursuivre les ateliers de la conférence intercommunale du logement, préparer avec l'État la prise de la délégation des aides à la pierre prévue pour 2018 avec le passage en communauté urbaine. Et je dirais que, communauté urbaine ou pas, il me paraît absolument impératif que nous prenions cette délégation des aides à la pierre qui nous permet en fait de gérer, de décider à la place de l'État, d'être pleinement souverain dans notre politique de logement. Aujourd'hui, on est toujours totalement tributaire, je veux dire, des services de l'État, quand d'autres ne le sont pas. Et on peut voir avec tous ceux qui, comme moi, travaillent de façon opérationnelle sur ces questions, quel point on peut être contrarié par la vision différente de tel fonctionnaire de la DDT qui n'aura pas forcément cette vision. Si on veut d'autres métropoles qui maîtrisent complètement leur politique du logement, nous, il faut que nous le fassions. Ça fait vraiment partie des sujets. Je ne suis pas forcément pour l'intégration la plus forte dans tous les domaines, mais sur celle du logement, on voit bien que là, nous sommes tous collectivement pénalisés. Nous sommes tous collés. On verra quand on parlera du PLU et du droit de préemption. Pour lequel il faudra repenser à redéléguer aux communes ce qui risque d'aller à l'interco si je parle du droit de préemption urbain. Mais en tout cas, là-dessus, il faut absolument que nous puissions assumer. Là, il s'agit de vraie décentralisation parce qu'il ne s'agit pas de remonter de la commune à l'interco, il s'agit de descendre de l'État à l'intercommunalité. Dans ce sens-là, je suis toujours pour. Alors, l'élaboration ensuite de la prochaine convention pluriannuelle de l'ANRU pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Voilà, je crois que j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Voilà, merci François pour ces bilans et perspectives aussi, parce que tu as ébauché aussi l'avenir et je pense que c'est nécessaire. C'est d'ailleurs l'objectif à travers cette présentation de ce PLH. Je pense que c'est nécessaire parce que d'abord c'est la prise en compte de la dimension sociale de notre territoire et c'est aussi un facteur clé du développement local, puisque je vous rappelle que quand on impulse pour l'habitat, on fait travailler aussi les entreprises de notre territoire et également, je pense que les orientations que nous avions, que tu as indiquées, sont plus que jamais d'actualité sur notre territoire et en effet nous devons nous réinterroger constamment sur ces problématiques de l'offre de logement qui nous est proposée et de voir notamment si nous tenons compte des évolutions de la société actuelle, des cohabitations, le vieillissement de la population, la fragilisation des ménages, etc. Donc il y a toute cette dimension-là, à la fois sociétale mais économique, qui nous appartient de prendre en compte à travers ça. Mais je suis d'accord également sur la question de la prise de compétences sur l'aide à la pierre. Donc y a-t-il des interventions? Alors, M. Lioger, Madame... Monsieur le Président, chers collègues, je ne peux que aller tout à fait dans le sens du vice-président Grosdidier. Je crois qu'on a vécu dernièrement un problème avec les services de l'État qui va dans le sens évidemment de ce que dit François Grosdidier, à savoir il faut absolument qu'on prenne cette question de l'aide à la pierre. Sinon, ça veut dire des mois et des mois de négociations. D'ailleurs, j'avais sollicité et le président et le maire de Metz pour essayer de faire débloquer une situation qui finalement ne s'est jamais débloquée. C'est-à-dire que finalement, devant des élus qui sont censés définir un petit peu la politique qu'ils veulent avoir sur leur territoire, l'État reste aujourd'hui régalien sur cette question. Donc je vais tout à fait dans le même sens que François Grosdidier. Il faut absolument que nous prenions cette aide à la pierre.
Alors c'est important évidemment pour la question du dynamisme constructif, il l'a dit, pour essayer d'attirer effectivement beaucoup de populations. On voit aujourd'hui effectivement que les territoires sont en concurrence. Malgré tout, je vais aussi dans son sens, à savoir que nos objectifs ne sont pas si ambitieux que ça, surtout si on voit le nombre de personnes qui sont ayant droit sur le logement social. Et la question du logement social, je voudrais rajouter à ce qui a été très bien dit par François Grosdidier, est aussi un effet de levier, notamment sur la reconversion de sites qui sont assez importants. Je voudrais citer par exemple le site de la manufacture des tabacs, le site de Bon Secours, et voire le site de Muse, qui aujourd'hui, grâce aux logements sociaux, ont des effets de levier de 30, 40, voire 50%, qui permettent une précommercialisation très rapide. Et je pense qu'on n'en a pas du tout conscience et on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. On a loué notamment sur le site de Muse, qui est un site de l'intercommunalité, le travail qui a été fait par le porteur commercial, mais il faut aussi imaginer que sans les 50% de logements sociaux dessus, je pense que c'est une opération qui n'aurait pas pu se réaliser d'une certaine manière. Donc on voit que, y compris dans des opérations d'envergure comme celle-ci, je rappelle quand même que Muse en tout, en investissement consolidé privé, c'est 330 millions d'euros, et j'espère qu'on pourra vous faire la même visite que vous avez fait les uns et les autres au Palais des Congrès samedi dernier sur le site de Muse, pour effectivement faire en sorte que vous puissiez voir la qualité des réalisations sur ce très, très grand projet. Donc il s'agit évidemment d'avoir cet effet de levier, il faut le répéter, sans lequel des grosses opérations de reconversion ne peuvent être faites. Et puis je rajouterai deux développements qui me semblent absolument essentiels. François Grosdidier l'a évoqué aussi pour le premier, mais pas pour le second. Le premier, c'est l'accession sociale. Je crois qu'il faut que nous mettions vraiment les bailleurs sociaux qui sont quelquefois rétifs parce qu'ils veulent continuer à faire du patrimoine, ce qui est une bonne chose d'une certaine manière parce que ça leur permet aussi, en réalisant ce patrimoine, de permettre d'avoir un peu du cash pour réinvestir, mais en même temps, et que c'est toujours très consommateur d'une certaine manière en suivi d'opérations et en suivi notamment des locataires, puisque l'accession sociale veut dire qu'au bout de 2-3 ans, on déclenche cette accession, mais il faut suivre évidemment une population qui généralement est fragile. Je ne sais plus qui avait dit, enfin je crois que c'est un ancien président de la République qui disait qu'il voulait une France de propriétaires. Je suis assez d'accord de ce point de vue-là. Il faut effectivement inciter à un parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire aux gens vous allez être locataires toute leur vie, particulièrement les gens qui ont des moyens relativement contraints. Et donc leur permettre, c'est-à-dire que nous devons avoir une politique d'incitation à l'accession sociale en permettant et en demandant d'ailleurs aux bailleurs sociaux de vraiment mettre le feu sur cette question de l'accession sociale qui, d'une certaine manière, permettra aussi de libérer des logements sociaux et donc un turnover très important. On parlait de la vacance. La vacance, à partir du moment où elle n'est pas très importante, est une vacance vertueuse, y compris dans les logements sociaux, nonobstant le fait que dans certains coins, effectivement, c'est un petit peu difficile de trouver des locataires, mais à ce moment-là, il faut se poser la question de la rénovation, évidemment, urbaine, ce que nous faisons d'une certaine manière. Donc j'insiste beaucoup sur cette question du parcours résidentiel qui ne peut se développer que grâce à une accession sociale et grâce donc à une politique volontariste de notre part, mais aussi avec une politique incitative très forte en direction des bailleurs sociaux. Enfin, dernier point qui n'a pas été évoqué, c'est celui des résidences-services, personnes âgées, sociales. La possibilité que nous avons aussi aujourd'hui, on voit fleurir énormément de résidences-services personnes âgées. Je peux vous annoncer, on a fait une pause de première pierre avec le président et avec le maire de Metz pour la résidence Égide qui est sur l'ensemble Muse, qui a aussi été un effet de levier très puissant. Ces résidences-services que nous construisons, Égide nous a d'ailleurs annoncé un taux de croissance absolument phénoménal sur les résidences-services. Bon, il est dû essentiellement au vieillissement de population, mais la perspective, effectivement, de ces résidences-services est pour l'instant
des loyers relativement élevés. Or, il faut penser aussi aux personnes âgées qui ont des difficultés financières, et je pense que les résidents-services, personnes âgées avec des bailleurs sociaux, c'est-à-dire en VFA ou dans d'autres moyens, avec des agréments, parce qu'il faut ces agréments à ce moment-là, devraient être aussi peut-être pour notre communauté d'agglomération, bientôt communauté urbaine, un point essentiel du développement. Ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, donc je voulais le dire. Je ne suis pas en charge du logement social, mais je pense que l'urbanisme, vous l'avez compris, le logement social est essentiel à l'urbanisme d'une manière générale et à la construction. Et je crois qu'on s'honorerait effectivement à aider les bailleurs sociaux à faire du logement personnes âgées, des résidences-services personnes âgées dans les années à venir, parce que je crains que ce soit une population délaissée dans quelques années si effectivement nous ne mettons pas les feux et notre politique au service de cette noble cause. Merci. Merci Richard. Monsieur Toulouse. Ensuite Madame Migaud et Madame Grolet. Merci Monsieur le Président. Simplement deux mots. D'abord remercier les services pour ce rapport qui est vraiment extrêmement bien fait. On apprend beaucoup de choses. Et moi j'apprécie la politique volontariste qu'on a sur le logement à Metz Métropole. Je voudrais qu'on parle simplement ici des copropriétés dégradées. Puisque dans notre règlement d'intervention, nous intervenons sur les copropriétés dégradées qui sont dans un PACOD, dans un plan d'accompagnement à hauteur de 10% du montant des travaux. Mais nous n'avons rien de spécifique pour les copros fragiles, celles qui se dégradent doucement. Et nous en avons beaucoup à Metz. Et j'apprends sur ce document qu'il y en a à Metz, à Ars-sur-Moselle, il y en a beaucoup à Montigny, puisqu'on parle de 424 copropriétés pour plus de 4000 logements. C'est assez important. Et ces copros fragiles, moi je souhaiterais qu'on puisse dégager une enveloppe financière spécifique pour les accompagner avant qu'elles ne rentrent malheureusement dans les PACOD et dans les copropriétés dégradées. Nous en avons malheureusement l'expérience sur Metz, puisque depuis 2010 maintenant nous accompagnons certaines copropriétés. Le montant des devis pour les travaux et l'accompagnement est faramineux, simplement parce qu'on ne s'est pas préoccupé avant de les aider. Nous le faisons à Metz, par exemple, sur la copropriété Pernay au Sablon, qui n'est pas encore dans un PACOD, mais que nous aidons et là où nous accompagnons. Et on se rend compte que si on fait un traitement préventif et non pas curatif sur ces copropriétés dégradées, on économise de l'argent public à terme. Et je préférerais qu'on dégage des fonds aujourd'hui. Alors ça coûtera plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est clair, mais ça nous évitera de dépenser des millions d'euros demain, puisque je vous donne un chiffre seulement sur la tour Bernadette à Borny. Si on veut la refaire complètement et la remettre aux normes, on en a pour plus d'1 million d'euros de travaux à faire rapidement. Si on était intervenu il y a 15 ans ou il y a 20 ans, jadis naguère, dans le temps où d'autres étaient en responsabilité, on aurait certainement pu diviser l'effort financier de la collectivité par 8 ou 10, mais simplement on a laissé les choses se dégrader et on est obligé de tout refaire. Donc moi je souhaiterais réellement qu'on change notre règlement intérieur et qu'on dégage une partie de notre enveloppe logement dédiée aux copropriétés fragiles hors PACOD pour qu'on puisse avoir un accompagnement avant la dégringolade. Merci. Merci Madame Migaud, ensuite Madame Grolet. Monsieur le Président, chers collègues, je profite de cette présentation du bilan du PLH pour évoquer quelques incidences de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et ses implications dans l'élaboration de nos politiques. Justement, le programme local de l'habitat devra préciser les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, les deux souvent étant associés, par le développement d'une offre nouvelle et l'adaptation des logements existants. La loi d'adaptation de la société au vieillissement modifie également la composition de la commission pour l'accessibilité qui devra intégrer des organismes représentant les personnes âgées. Une autre implication de la loi, c'est sur le plan de déplacement urbain, qui doit donc renforcer la cohésion sociale et urbaine, et notamment par l'amélioration de l'accès au réseau de transport public des personnes handicapées, mais ça nous le faisions déjà, dont la mobilité est réduite, mais les personnes âgées, encore une fois, apparaissent vraiment dans le texte. Enfin, la loi d'adaptation de la société au vieillissement prévoit que dans chaque département, une conférence des financeurs établisse un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire départemental,
que cette conférence recense les initiatives locales et définisse un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Ce diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment par le schéma départemental relatif aux personnes en situation de perte d'autonomie. Vous avez peut-être été invités, les uns et les autres, à participer à la concertation sur ce schéma départemental de l'autonomie par le président du conseil départemental. Pour notre territoire, Metz-Orne, celle-ci est prévue les 16 et 17 mars prochains. Il est important que nous nous mobilisions pour contribuer à la construction de ce schéma départemental de l'autonomie. À l'heure où nous organisons pour entrer dans l'ère de la communauté urbaine, et peut-être un jour celui de la métropole, il serait intéressant que nous n'y allions pas en ordre dispersé, mais que nous puissions auparavant travailler ensemble les particularités et les exigences du territoire de Metz Métropole par rapport au vieillissement de notre population. Ensuite, nous devrions envisager d'être représentés à la conférence des financeurs, laquelle est bien sûr présidée par le président du conseil départemental, la vice-présidence étant assurée par le directeur général de l'ARS. Sont également membres l'ANA, dont nous parlions tout à l'heure, la CARSAT, la CPAM, le RSI, la MSA, les institutions de retraite complémentaires et la mutualité française. Je ne sais si vous avez déjà été sollicité en ce sens par le président du conseil départemental. Si oui, quelle a été votre réponse, Monsieur le Président? Il nous faut être réactifs et même proactifs à ce sujet. Ma collègue Myriam Sagrafena plaide pour un travail commun sur la petite enfance. Je pense que nous aurions tout intérêt d'élaborer une stratégie commune pour nous préparer au vieillissement de nos populations. Metz appartient au réseau francophone Ville Amie des aînés. Les échanges avec les autres villes sont très riches, les expériences foisonnent. Le réseau est ouvert aux communes de toute taille et les petites communes ouvrent des chemins originaux qui stimulent l'imagination et la réflexion pour agir pour le bien-être de tous. Merci. Merci, Madame Grollet. Monsieur le Président, je commencerai en citant l'Aguram, notre agence d'urbanisme, qui, il y a un an, faisant une étude sur l'habitat de Metz Métropole, disait, à l'inverse des années précédentes, où l'on pouvait constater un redéploiement de l'offre en périurbain, on assiste à une nouvelle concentration de l'offre qui va à l'encontre des préceptes du PLH. Alors les objectifs de la politique de l'habitat qui ont été cités, ils sont comme il se doit très louables et partagés: attirer les jeunes ménages, répartir l'offre, garantir la mixité, promouvoir l'habitat durable. En revanche, nous avons régulièrement attiré l'attention sur certains risques, notamment cette surproduction de logements neufs au centre de notre agglomération. L'objectif du PLH est de 1000 logements nouveaux par an. La réalisation, de fait, se trouve à la baisse après des années de dépassement. Mais en attendant, le mal est fait. Je vois que certains s'en félicitent, puisque l'attractivité qui était promise ne suit pas et l'augmentation de la population non plus. En lisant la conclusion du bilan de 2015 qui nous est présenté, en voyant les orientations proposées, chacun peut constater que Metz Métropole n'a pas fait les bons choix. La vacance de logement s'est aggravée. C'était déjà le cas depuis plusieurs années. 7600 logements vacants à Metz, mais également donc une des villes où elle est le plus forte. Et on voit que c'est aussi le cas de l'agglomération. Et on lit dans le rapport que ce phénomène perdure et semble se renforcer dans le parc privé ancien. Mais cela fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme à ce sujet, en saturant le marché immobilier avec des produits neufs. Dans les villes principales, vos politiques ont contribué à ce résultat. Par ailleurs, les programmes immobiliers évoqués dans ce bilan sont très largement concentrés dans les grandes villes, ce qui complique l'objectif affiché de mixité sociale. 50% des nouveaux logements sont concentrés à Metz, où la pauvreté s'aggrave par ailleurs. Ce constat vaut aussi pour les logements sociaux. Et maintenant, le rapport recommande la vigilance quant à la répartition sur le territoire pour ne pas recréer de déséquilibres sociaux, mais c'est bien le résultat d'une politique. Autre constat, dans un certain nombre d'opérations immobilières, les bailleurs sociaux servent à démarrer les AC,
puisqu'ils ne sont pas soumis à la logique du marché comme les promoteurs immobiliers privés qui n'engagent eux une construction qu'à partir d'un certain taux de prévente. Ou bien ils rachètent des constructions à réaliser aux promoteurs. Alors je viens d'entendre Monsieur Lioger se féliciter de cet effet de levier des bailleurs sociaux sur la reconversion. Sur la reconversion, pardon, j'en suis tout à fait d'accord, la reconversion de friches que nous avons à prendre en compte. Mais quand il s'agit de Muse, où est l'intérêt commun dans cette zone XXL, comme on a pu le lire? Alors XXL, c'est une taille qui atteint l'obésité morbide, et je crois que c'est une bonne allégorie. On peut souligner au passage, je le rappelle, c'est évoqué dans le rapport, le poids de la dette des bailleurs sociaux que Metz Métropole cautionne, 32 millions en 2015, 306 millions depuis 2003, dont quasiment 192 millions pour la construction. Il faut prendre ça en compte dans les finances de notre collectivité. Pour conclure, je pense que favoriser l'accession sociale à la propriété, comme cela a été dit, ça doit être l'objet d'une vraie politique, c'est un facteur de stabilité sociale. Il faut s'en donner les moyens en privilégiant peut-être les projets des petites communes de l'agglomération, en proposant aussi des maisons individuelles, c'est plébiscité par nos concitoyens. On a subi à ce sujet un discours idéologique en faveur de l'habitat collectif, mais on voit maintenant dans les évolutions des actes que le bon sens semble finir par prévaloir. Deuxième orientation, pour attirer les familles et contrecarrer la baisse démographique, il faudrait une politique fiscale bien différente de celle qui est pratiquée ici, notamment avec la hausse des impôts que vous avez décidée en 2016. Avant d'acheter, nos concitoyens futurs propriétaires regardent de près les impôts locaux. Et Metz Métropole donne un bien mauvais signal. Si les communes périphériques de l'agglomération gagnent de la population et que Metz en perd, cela a aussi un sens. Pour le contribuable messin, c'est en quelque sorte la double peine. Augmentation des impôts assumés à Metz Métropole, augmentation des impôts camouflés à la ville de Metz, mais le résultat est le même. Enfin, et pour rappel, l'objectif d'habitat durable sonne un peu mal quand certains des programmes immobiliers que Metz Métropole soutient utilisent des terres agricoles, comme à la ZAC des Coteaux de la Seille, des terrains maraîchers, comme à la ZAC du Sansonnet à Devant-les-Ponts, juste à côté de l'ancienne caserne des Vallières qu'on doit maintenant réhabiliter en logement, qui est le comble de l'incohérence. Dans cette politique de logement durable, il y a toutefois des actions indispensables qui sont entreprises en matière de lutte contre la précarité énergétique, ça a été évoqué, la réhabilitation de l'habitat dégradé, privé, notamment les copropriétés en effet, mais il reste beaucoup à faire. Je vous remercie. Merci Madame, Monsieur Grosdidier pour répondre à l'ensemble des... Je ne vais pas reprendre l'ensemble du débat, simplement je voudrais dire à Monsieur Toulouse que bien sûr il faut que nous fassions un effort sur les copropriétés dégradées, mais pour autant je ne peux pas penser que nous serions responsables de ce que des copropriétaires ou des syndics n'auraient pas fait leur travail pendant des décennies. Je crois qu'il y a quand même des limites à la déresponsabilisation. À un moment, on peut revenir sur des cas extrêmes, mais il faut d'abord appeler l'irresponsabilité de chacun. Bien sûr, il a été créé des situations de grande propriété avec des gens particulièrement désargentés. Il fallait peut-être se poser le problème au moment de la Constitution. Je crois que l'accession sociale n'est jamais une bonne chose sur de grands ensembles. Des erreurs ont été faites, mais pour autant, nous n'allons pas pouvoir nous substituer, et avant même que surviennent des situations problématiques, à l'ensemble des copropriétés de l'agglomération. Je crois qu'il faut quand même bien borner les responsabilités de chacun. Ensuite, Madame Ourelet, vous reprochez toujours une chose, son contraire, moi je trouve ça extraordinaire, à la fois de ne pas vouloir que l'on fasse des opérations de construction nouvelle, et si vous nous dites qu'effectivement, il y a peur de la population, c'est pas parce qu'on fait trop de logements neufs. Les logements vacants, c'est pas dans le neuf. Je ne connais pas un programme de logement neuf où il y ait de la vacance. Simplement, quand on n'a pas du logement qui réponde aux aspirations de nos concitoyens, ils vont où? Ils vont se loger dans du neuf plus loin. Bon, c'est quand même encore l'accédant ou même le locataire qui décide de là où il va habiter. Et si nous n'avons pas le logement adapté, je veux dire dans l'agglomération, et il faut du logement neuf, ne serait-ce que pour compenser le phénomène de décohabitation, des familles monoparentales de plus en plus nombreuses, même des familles plus traditionnelles qui ont moins d'enfants, des conjoints survivants de plus en plus nombreux et vivant de plus en plus longtemps.
nouvelle donne de logement, pour lequel le logement existant, vous défendez une vision de la ville figée, comme du monde figé. Eh bien, on ne peut pas avoir un parc de logements figé parce que la société évolue et que nous devons nous y adapter et répondre à la nouvelle donne. Autrement, le résultat, ce sera le rabougrissement de notre agglomération et la perte de toujours plus d'habitants. Puis je ne veux pas noter la légère contradiction qu'il y a à nous expliquer qu'il faut qu'on fasse du pavillonnaire sans consommer de terres agricoles. Je veux dire, alors non, on ne fait pas du tout collectif, hein, on ne fait pas non plus du pavillonnaire diffus comme il y a quelques années avec des parcelles de 6, 8 ou 10 arts. On essaie de faire au maximum de l'individuel groupé, justement de nous lancer dans des opérations soit de maisons en bande, avec moins de jardins, ou alors dans des appartements qui ont tous des entrées indépendantes, avec des appartements de plein pied et des jardinets, avec des duplex, avec des terrasses qui permettent à chacun d'avoir à la fois une entrée indépendante, mais d'avoir aussi un espace, je veux dire, extérieur, à la fois pour soi-même et pour les enfants, sans pour autant aller dans la rue, et tout en utilisant avec le plus de rationalité possible le foncier, dont on sait qu'il est limité et qu'on ne veut pas surconsommer comme on a fait les années précédentes. Donc c'est cette politique à la fois dynamique mais équilibrée et tenant compte des nouveaux enjeux qui se posent que nous menons à Metz Métropole, mais on peut toujours critiquer une chose et son contraire. Merci, et j'ajouterai, s'agissant du schéma de l'autonomie et la question qui a été posée par Mme Migaud, que nous n'avons pas été invités au bal des financeurs, mais que néanmoins, je crois que l'ensemble des collègues ici présents, en vertu des différentes missions et compétences qui sont les nôtres, sont bien évidemment aux avant-postes s'agissant de la problématique de l'adaptabilité sur l'ensemble des différents sujets. Vous dire enfin, pour terminer, et je remercie François avec Bénédicte, Michel, l'ensemble des services pour le travail qui a été effectué, que nous devons finalement essayer d'être d'évoluer sous le signe de l'équilibre, évidemment sur l'offre de l'habitat, mais aussi des équilibres financiers, et toujours se méfier des effets d'aubaine potentiels qu'on pourrait solliciter de notre part. Et enfin, je voulais remercier l'ensemble des collègues pour les efforts qui sont consentis dans l'ensemble des communes de l'agglomération, parce que je sais que c'est pas toujours facile de mettre en œuvre ce PLH, et on l'a bien vu, François l'a très bien expliqué, mais néanmoins les choses se font d'une manière extrêmement responsable et dynamique, et je vous en remercie toutes et tous très chaleureusement. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques particulières, des oppositions, des abstentions? Opposition au fond, à gauche, à mon extrême droite. Et donc, s'il n'y en a pas d'autres, 3, donc voilà, pas d'abstention. Donc, PLH est adopté, et je vous en remercie.